Je me souviens du poids de la pierre dans ma main ce matin-là, juste avant de la jeter. Elle était lisse et ronde, ramassée sans penser au bord d'un vieux caniveau, là où l'herbe rase perçait le béton fissuré. Une pierre ordinaire, sans aspérité, mais qui contenait l'intégralité du chaos qui hurlait en moi. Sa surface était glacée, pas seulement à cause de l'humidité de la nuit d'octobre, mais comme si le froid de mon âme avait imprégné la matière inerte. Mes doigts s'y crispaient, la peau tirait, mais je ne sentais aucune douleur, seulement la pression, le contact ferme d'une réalité tangible dans ce monde qui s'était soudainement liquéfié. Un silence épais régnait sur la ville endormie. Pas le silence serein et cotonneux des nuits d'été, mais une chape de plomb, pesante, presque oppressante. Les réverbères lointains diffusaient une lumière jaune pâle, luttant contre l'obscurité qui s'accrochait aux façades des immeubles. L'air était piquant, coupant, chaque inspiration me brûlait les poumons et formait des volutes blanches qui s'échappaient de ma bouche, se dissipant instantanément dans l'immensité de l'aube naissante. La buée, un souvenir éphémère de ma propre existence, s'évaporait, tout comme mes certitudes. Je pouvais sentir l'humidité monter du sol, une odeur de terre mouillée, de feuilles mortes et d'asphalte froid. Il n'y avait pas un bruit de moteur, pas un pas de piéton, pas même le bruissement lointain d'une rame de métro. Le monde entier semblait retenir son souffle, suspendu à l'acte que je m'apprêtais à commettre. Seul le claquement de mon cœur contre mes côtes osait rompre cette immobilité. Un battement sourd, violent, irrégulier, comme un tambour de guerre résonnant dans une caverne. Il cognait, une pulsation désordonnée qui se répercutait dans mes tempes, dans mes oreilles, jusqu'au bout de mes doigts engourdis par le froid et la tension. C'était le bruit d'une machine qui s'emballe, d'un mécanisme interne qui s'efforce de gérer une surcharge émotionnelle. J'avais l'impression que chaque veine, chaque artère de mon corps était un conduit pour cette force démesurée, prête à exploser. Et la pierre, dans ma main, était le détonateur. Ma main tremblait. Je sentais cette vibration fine, persistante, qui parcourait mon bras, montait jusqu'à mon épaule. Ce n'était pas une peur panique, celle qui noue les entrailles et paralyse. Non. C'était une autre sorte de tremblement, une décharge électrique, la manifestation physique d'une conviction glaciale qui s'était emparée de moi. Une certitude implacable, forgée dans les feux de la trahison, polie par les nuits blanches de réflexion et de douleur. C'était la conviction que je ne pouvais plus reculer, que la ligne avait été franchie, non par moi, mais par ceux qui avaient brisé mon monde, et que maintenant, il était temps de riposter. De faire sentir la force de ma propre gravité. Je me tenais là, immobile, à quelques dizaines de mètres de la façade sombre d'une maison identique à tant d'autres dans ce quartier résidentiel. Ses fenêtres étaient des yeux éteints, mais je savais qu'à l'intérieur, une vie dormait, une vie qui avait tissé des liens invisibles avec la mienne, pour le pire. Le pire. Je repense à ce mot. Est-ce que le pire n'était pas déjà arrivé? Ou n'était-ce que le début, l'étincelle qui allait consumer ce qui restait? La pierre était lourde, pas par son poids réel, mais par le fardeau symbolique qu'elle représentait. Elle était mon message silencieux, ma déclaration de guerre non verbale, lancée dans l'obscurité contre un ennemi qui ne se doutait encore de rien. Le plan n'était pas encore clair, pas dans ses moindres détails. Mais l'intention, elle, était ciselée, précise comme une lame. Je voulais qu'il ressente quelque chose. Pas la douleur physique, pas encore. Mais une brisure, une fissure dans la routine paisible qu'il avait, lui aussi, trahi. Je ne pouvais pas me contenter de me noyer dans mon propre chagrin. J'avais besoin de transformer cette douleur en quelque chose d'actif, de diriger ma rage vers la source, vers l'homme qui avait osé s'introduire dans ma vie, dans mon foyer, dans le corps de ma femme. La vision de cette maison, plongée dans son sommeil hypocrite, me remplissait d'une fureur froide. Je pouvais presque entendre les rires d'Élodie et de lui, résonner dans les pièces, imaginer leurs mains se frôler, leurs secrets s'échanger. Chaque détail de leur liaison, que j'avais découvert par hasard, ou plutôt par un cruel coup du destin, me revenait en flash. Les messages, les photos, les rendez-vous cachés. C'était comme si j'avais lu la pièce de ma propre humiliation, jouée en coulisses, et que je découvrais les acteurs à la dernière minute. Et maintenant, je me tenais là, spectateur de ma propre chute, mais avec la ferme intention de réécrire la fin, ou du moins, d'en dicter le prochain acte. Le froid montait le long de mes jambes, s'infiltrait sous les revers de mon manteau, mais je ne le sentais pas vraiment. Ou plutôt, il s'accordait parfaitement avec la température interne de ma détermination. Mes yeux balayaient les fenêtres de la maison, cherchant un signe de vie, un indice, n'importe quoi. Rien. Juste le noir,
l'impassibilité des choses inanimées. Et pourtant, la vie était là, tapie, attendant le jour, attendant la destruction. J'ai serré la pierre une dernière fois, sentant son grain, son inertie. Elle était la matérialisation de ma volonté. Ce n'était pas une pierre à lancer pour casser une vitre, pas une pierre pour blesser. C'était une pierre à lancer pour signifier. Pour dire, je sais. Pour dire, je suis là. Pour dire, la partie ne fait que commencer. C'était le point de non-retour. La décision était prise, non pas avec un hurlement de rage, mais avec un silence assourdissant, celui des choses irrévocables. C'était le prologue d'une histoire qui n'avait jamais été censée s'écrire, une histoire dont je n'aurais jamais voulu être le personnage principal, le mari trahi. Et pourtant, me voilà. Me voilà, les pieds ancrés dans le sol gelé, le souffle court, la pierre à la main. Prêt à briser l'ordre établi, à faire voler en éclats le calme de cette aube et la tranquillité de toutes les vies qu'elle contenait. Ma vie, la sienne, celle de ma femme, celle de sa femme. Tout allait changer. J'en étais certain. Et la pierre, elle, n'attendait que le signal pour prendre son envol. L'odeur du café, toujours. Elle était là, ancrée dans les fibres de notre appartement, dès les premières lueurs du jour. Un mélange subtil de grains fraîchement moulus et de cette vanille qu'Élodie aimait tant, diffusée par une bougie qu'elle allumait parfois, même le matin, juste pour l'ambiance, disait-elle avec son sourire. Ce parfum, c'était le signal. Le début de nos journées, l'encre invisible qui traçait le contour de notre existence. 10 ans que ça durait, cette symphonie olfactive, ce réveil doux et prévisible. 10 ans que mes mains apprenaient le corps d'Élodie, ses creux, ses cambrures, le grain de sa peau sous le tissu léger de son pyjama en coton. Je me levais souvent le premier, juste pour le plaisir de sentir son souffle régulier dans mon cou, cette chaleur intime qui était ma boussole. Notre appartement, c'était plus qu'un lieu, c'était un organisme vivant, gorgé de nos souvenirs. Un 2 pièces et demi mansardé, avec des poutres apparentes que j'avais poncées et vernies moi-même, des années auparavant. Chaque éraflure sur le parquet, chaque coup sur la vieille table en bois que nous avions chinée à une brocante, racontait une histoire. Il y avait la tache de vin rouge de cet anniversaire de rencontre, le coin légèrement rongé par le chiot que nous avions eu un temps, avant qu'il ne trouve une famille avec un jardin. Sur le mur du salon, au-dessus du canapé gris au coussin déformé par tant de soirées passées l'un contre l'autre, trônait une grande toile abstraite qu'Élodie avait peinte elle-même, un tourbillon de bleu et de vert qui, disait-elle, représentait le calme de la mer et l'incertitude de la vie. Je me souviens l'avoir regardé la peindre, le pinceau dansant avec une concentration fébrile, ses cheveux tombant sur son visage, le front perlé de sueur. Elle avait ce don de transformer l'ordinaire en quelque chose de beau. Moi, mes mains racontaient une autre histoire. Je travaillais le bois, le métal, parfois la pierre, sur des chantiers de rénovation. Une vieille menuiserie charpenterie familiale, où l'odeur du surfraîche s'accrochait à mes vêtements, s'infiltrait sous mes ongles, même après 3 douches. Je connaissais le poids d'un marteau, la vibration d'une scie circulaire, la sensation rugueuse d'une planche à raboter. C'était un travail physique, ancré dans le concret, où chaque assemblage, chaque angle droit, était une petite victoire. Je rentrais souvent fatigué, les muscles tendus, le dos un peu raide, mais avec cette satisfaction profonde d'avoir créé quelque chose, d'avoir donné forme à une idée. Mes paumes étaient dures, mes doigts parfois marqués, mais j'aimais cette force que je sentais en moi. J'aimais l'idée de bâtir, de restaurer, de donner une nouvelle vie à ceux qui semblaient usés. C'était un peu comme notre relation, pensais-je. On construisait, on entretenait, on s'assurait que les fondations tenaient bon. Élodie, elle, vivait dans un monde de mots et d'idées. Elle était éditrice dans une petite maison d'édition indépendante, spécialisée dans la littérature contemporaine. Son bureau à la maison, près de la fenêtre donnant sur la cour intérieure, était un capharnaüm organisé de manuscrits empilés, de livres annotés, de tasses de thé vides et de post-it de toutes les couleurs. Ses journées étaient remplies de lectures intenses, de réunions avec des auteurs, de discussions sur la virgule parfaite ou le mot juste. Elle rentrait le soir, les yeux brillants, souvent excitée par une nouvelle découverte littéraire ou frustrée par un texte récalcitrant. Elle me racontait les intrigues, les dilemmes des personnages, les petites manies des écrivains. Et moi, je lui parlais des défis du chantier, du fil d'aplomb qui ne voulait pas coopérer, de la beauté brute d'une charpente ancienne qu'on remettait à jour. Nos mondes étaient si différents, et pourtant, ils s'entremêlaient sans effort. Le soir, autour de la table en bois, la lumière chaude d'une lampe tamisée,
nos récits se superposaient, se complétaient. C'était ça, notre équilibre. Le concret de mes mains et l'abstrait de son esprit. Je me souviens de ces silences confortables aussi, ceux qui n'avaient pas besoin d'être remplis de mots. On pouvait lire côte à côte sur le canapé, le bruissement des pages de son manuscrit se mêlant au léger grincement de mon fauteuil préféré. Parfois, elle posait sa tête sur mon épaule, et je sentais le poids de sa confiance, la douceur de son souffle sur ma peau. Ces moments, simples, étaient les plus précieux. Des milliers de ces moments s'étaient tissés ensemble pour former la toile de nos 10 ans. Une toile si dense, si inextricablement liée, que je la croyais invulnérable. Notre chambre, c'était le cœur battant de cet appartement. Le grand lit, avec sa couette moelleuse et ses oreillers que j'aimais enfoncer contre mon visage pour sentir son parfum résiduel, même quand elle n'était pas là. Les murs peints d'un gris doux, le tableau qu'elle avait accroché au-dessus de la tête de lit, représentant un paysage minimaliste, apaisant. Chaque matin, le soleil filtrait à travers les rideaux fins, projetant des motifs dansant sur le sol. C'était là que nos corps se rencontraient, nos souffles s'accéléraient, nos confidences les plus intimes étaient chuchotées. C'était le lieu de nos joies, de nos peines partagées, de nos peurs silencieuses. Un sanctuaire où le monde extérieur s'estompait, où seule notre bulle existait. Je la regardais souvent dormir, son visage détendu, ses cheveux éparpillés sur l'oreiller. Je traçais du bout des doigts le contour de sa joue, le doux creux de sa clavicule. Et à ces moments-là, une certitude inébranlable m'habitait. Celle d'être à ma place, d'avoir trouvé mon ancrage, ma personne. Nous étions une équipe, un duo, une force tranquille. Chaque objet dans cet appartement, de la petite statuette en céramique qu'elle avait achetée lors de notre premier voyage à Rome, à la série de tasses dépareillées que nous collections, aux photographies jaunies sur la commode de son enfance et de la nôtre, était un témoin silencieux de notre histoire. Un tableau vivant, vibrant de nos rires, de nos disputes vite apaisées, de nos projets murmurés sous la couette. Chaque coup de pinceau sur cette toile, pensais-je alors, était un trait d'amour indéfectible. Un amour si pur, si vrai, qu'il défierait le temps, les épreuves, et toutes les tempêtes. Je ne pouvais pas imaginer que certaines tempêtes venaient de l'intérieur. Que le pinceau puisse un jour tracer des lignes sombres, des ombres indélébiles, déchirant l'harmonie de mon tableau. Les petites choses. Celles qui s'immiscent dans l'air comme une poussière fine, invisible d'abord, puis partout. Notre appartement, celui qui sentait le café et la vanille, a commencé à sentir autre chose. Une vibration. Un silence différent. Ce n'était pas un fracas, pas un coup de tonnerre. C'était plus subtil, comme la lente descente de la température quand le soleil se cache derrière un nuage, avant même que l'ombre ne vous atteigne. Je me souviens d'une soirée en particulier. Le mois de mars s'étirait, humide et paresseux. On était à table, les lumières tamisées sur nos bols de soupe fumante. D'habitude, à ce moment précis de la journée, Élodie me racontait sa journée, ses problèmes d'édition avec un auteur trop exigeant, le potin du bureau. Moi, je l'écoutais, la regardais, son visage s'animant, ses mains décrivant des arabesques pour souligner une idée. Ce soir-là, son regard a glissé. Pas furtivement, non. C'était lent. Il a traversé la pièce, a effleuré la fenêtre où la pluie peignait des traînées sur la vitre, puis le coin du mur, là où le plâtre était un peu écaillé et que j'avais promis de réparer. C'était comme si elle cherchait un horizon que je ne pouvais pas voir, un point lointain, hors de notre cadre, hors de moi. J'ai posé ma cuillère. Le petit bruit métallique a résonné. Elle n'a même pas tressailli. J'ai demandé, « Ça va, mon amour ? Tu as l'air ailleurs. » Ma voix, je l'ai trouvée étrangement plate, comme si elle se heurtait déjà à un mur invisible. Elle a cligné des yeux, un retour à la réalité qui semblait forcé. Oui, juste un peu fatigué. La journée a été longue. Un sourire. Un de ceux qui n'atteignent pas les yeux. Un sourire de façade, aussi fin qu'une lame de rasoir. Mon ventre s'est serré. Ça n'avait pas l'air de rien, ça avait l'air de tout. Est-ce que j'avais déjà vu ça? Était-ce toujours là et je n'y avais jamais prêté attention? La question flottait, suspendue au-dessus des volutes de vapeur de la soupe, lourde et poisseuse. Le téléphone. Ah, le téléphone. Avant, il était un objet de partage. Un outil. Regarde ce tweet, tiens, lis le mail de ma sœur, t'as vu cette photo? Nos téléphones vivaient côte à côte, souvent posés l'un à côté de l'autre sur la table basse,
ou sur la table de nuit. Leurs écrans s'allumaient parfois en même temps, comme s'ils communiaient secrètement, nous reliant encore plus. Mais ça aussi, c'est devenu une relique d'un passé révolu. Progressivement, insidieusement, son smartphone est devenu une extension de sa main, un rempart. Il était toujours là, toujours posé face contre table. Toujours pris avec elle, même pour aller chercher un verre d'eau dans la cuisine. Je me souviens d'un soir où elle était sous la douche et j'ai entendu la vibration persistante de son appareil. Une mélodie inconnue, pas la sonnerie que j'avais associée à ses amis, ni à sa famille. J'ai eu une impulsion, un réflexe animal, d'aller voir. Mais je n'ai pas bougé. Je suis resté là, figé sur le canapé, écoutant le bruit de l'eau qui coulait et cette vibration qui s'arrêtait, puis reprenait, comme un cœur qui battait de manière irrégulière. Pourquoi cette hésitation ? Pourquoi ce respect soudain d'une intimité qui n'avait jamais été aussi farouchement protégée auparavant ? J'ai senti la sueur froide perler sur mes tempes. Quand elle est sortie, les cheveux enveloppés dans une serviette, elle a juste jeté un coup d'œil furtif au téléphone avant de le ramasser et de l'emmener dans la chambre. Sans un mot. Sans un regard. Ce silence était une bulle infranchissable, plus dense que n'importe quel brouillard. J'aurais dû demander. J'aurais dû. Mais une peur paralysante m'a cloué. La peur de la réponse, la peur de ce que cette question allait briser. Mes nuits sont devenues des champs de bataille silencieux. Le lit conjugal, ce sanctuaire de nos murmures et de nos corps mêlés, s'est transformé en une étendue de terre inconnue. Élodie était là, à côté de moi, son souffle régulier. Mais son dos m'était souvent tourné. Sa main, avant, trouvait toujours la mienne dans l'obscurité. Plus maintenant. Nos corps ne cherchaient plus le contact spontané. C'était un vide. Un espace que je sentais se creuser, palpable comme l'air glacé qui s'infiltre sous une porte. Je restais éveillé, à la regarder. Son visage, éclairé par la lune, semblait lointain, impénétrable. Qu'est-ce qu'elle rêvait? À quoi pensait-elle? Était-ce la fatigue qui me rendait si paranoïaque? Ou était-ce l'instinct, cette petite voix au fond de mon ventre, qui hurlait? Puis est venue l'odeur. Elle s'est accrochée à mon souvenir comme une écharde. C'était un soir de novembre, la pluie battait les carreaux avec une régularité lancinante. Élodie était rentrée tard. Elle avait dit qu'il y avait eu une réunion imprévue, quelque chose d'urgent pour une nouvelle sortie de livre. Son écharpe, en laine mérinos grise, gisait sur le dossier d'une chaise, un peu mouillée. Je suis passé à côté en allant me faire un thé. Et là, une fragrance. Ce n'était pas son parfum habituel, ce mélange délicat de jasmin et de bois de santal que je reconnaissais entre mille. Non. C'était plus, âpre. Plus masculin, sans être grossier. Un musc boisé, avec une pointe d'agrumes que je n'avais jamais associée à elle. Mon cœur a fait un bond, puis s'est mis à battre la chamade contre mes côtes. J'ai ramassé l'écharpe. Le tissu était encore froid et humide. J'ai plongé mon visage dedans, et l'odeur s'est infiltrée dans mes narines, dans ma tête, brûlante et glaciale à la fois. C'était un parfum d'homme. Un parfum d'homme inconnu. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça, ai-je murmuré, la gorge serrée. J'ai essayé de me raisonner. Immédiatement. C'est le vent, me suis-je dit. C'est le vent qui a apporté une odeur de la rue. Ou peut-être un de ses collègues s'est-il approché d'elle pour lui parler. Un bureau, c'est petit, les odeurs se mélangent. J'ai tout balayé. J'ai balayé la panique qui commençait à mordre, la jalousie qui affleurait, sale et honteuse. J'ai replié l'écharpe et l'ai posée sur la table, loin de mon nez. Mais l'odeur était là, dans ma mémoire olfactive, une empreinte tenace. Et chaque fois qu'elle portait cette écharpe, ou d'autres vêtements qui semblaient s'être imprégnés de cette nouvelle essence, ce n'était plus un détail anodin. C'était une alarme silencieuse qui résonnait dans ma tête. Une alarme que je choisissais d'ignorer, parce que l'alternative était trop douloureuse à envisager. Une fine pellicule de glace se déposait sur mon confort. Imperceptiblement, oui. Au début, c'était juste un léger voile sur la vitre de notre amour. Puis le voile est devenu plus épais, opaque. Les gestes tendres se sont espacés. Les conversations profondes, celles où l'on dénoue les fils de nos âmes, se sont transformées en échanges pratiques, logistiques. Qui fait les courses? Qui va chercher le pain? Les sujets légers, les rires partagés devant une série, restaient.
Mais il flottait à la surface, sans jamais plonger dans l'intimité qui avait été le ciment de nos 10 ans. Je la voyais travailler tard, parfois, sur son ordinateur portable. Avant, je passais derrière elle, un bras autour de sa taille, lui murmurant des bêtises, ou lisant par-dessus son épaule. Maintenant, elle sursautait. « Tu m'as fait peur », disait-elle, son visage se fermant comme un livre. Je me reculais, gêné, comme si j'avais commis une intrusion. Une intrusion dans notre astérisque espace. C'était absurde. Est-ce que j'étais devenu un étranger dans ma propre maison? Dans ma propre vie? La question me hantait. Je me sentais constamment sur le qui-vive, à la recherche du moindre signe. Un regard qui s'attarde un peu trop sur son téléphone. Un sourire énigmatique. Une absence d'une heure de plus que prévu. Chaque tic-tac de l'horloge du salon résonnait comme un décompte, une angoisse sourde. J'ai commencé à m'inventer des histoires. Elle a beaucoup de stress au travail. Sa mère est malade. Elle est peut-être en train de traverser une crise de la quarantaine. J'ai pris tout sur moi. Je n'étais peut-être pas assez présent. Pas assez drôle. Pas assez à l'écoute. Je remuais toutes les hypothèses, les tordais, les retournais, pourvu qu'elles n'impliquent pas cette seule, cette terrible, cette insupportable vérité que mon corps, lui, savait déjà. Je me disais que ce n'était rien. Juste la fatigue. La vie qui change. La routine qui s'installe. Le couple qui vieillit et perd de sa flamme. Des bêtises. Des mensonges que je me racontais à moi-même, jour après jour, pour maintenir l'illusion d'une normalité qui se fissurait déjà sous mes pieds. La buée qui sortait de ma bouche les matins glacials n'était pas la seule chose que je voyais s'évaporer. Ma certitude, ma confiance, mon cœur lui-même. Tout commençait à s'effilocher, sans que je n'ose encore tirer sur le fil. La peur de voir tout s'effondrer était plus forte que le besoin de savoir. Pour l'instant. Le clavier était froid sous mes doigts, un silence pesant planait sur l'appartement. Élodie était sortie, prétextant une soirée entre collègues, une de ces « dernières minutes » qui avait commencé à s'insérer avec une régularité suspecte dans nos semaines. J'étais resté à la maison, comme souvent ces temps-ci, à ressasser des pensées, à essayer de remettre en ordre les pièces de mon propre puzzle intérieur. J'avais promis de lui installer la nouvelle version de son logiciel d'édition, une tâche que j'avais repoussée, mais ce soir-là, un besoin impérieux de faire quelque chose de concret m'avait poussé vers son bureau. La lampe de chevet projetait une lumière jaune, douce, sur l'écran éteint, reflet d'une fausse quiétude. J'avais allumé son ordinateur, l'odeur de plastique chauffé mêlée à celle de son parfum léger ce parfum que je connaissais, mais qui ces derniers temps se mélangeait parfois à une autre effluve, plus âpre, que je n'arrivais pas à identifier, comme le souvenir d'une flamme qui aurait brûlé autre part. Le ventilateur de la machine s'était mis à ronronner, un bruit familier et rassurant, qui pourtant ne parvenait pas à calmer le tambourinage sourd dans ma poitrine. J'étais là, devant ces fichiers, naviguant distraitement, cherchant le dossier du logiciel. Mon regard s'était posé sur un dossier parmi d'autres, niché au milieu de ses documents professionnels, ceux où elle stockait ses manuscrits, ses illustrations, ses contrats. Projet B, c'était tout ce qu'il y avait d'écrit. Un nom anodin, sec, qui ne laissait transparaître aucune émotion, aucune ambiguïté. C'était la même typographie que ses autres dossiers de travail, la même icône, rien ne sortait de l'ordinaire. Pourtant, ma main s'était arrêtée, figée au-dessus du pavé tactile. Une intuition, froide et aigre, s'était glissée en moi, fine comme une lame de rasoir. Un sentiment qui disait « ne fais pas ça ». Mais mon autre moi, celui qui avait soif de vérité, celui qui ne pouvait plus supporter cette couche de glace invisible sur notre vie, avait pris le dessus. Il avait glissé le doigt. Un clic. Le monde avait basculé. Le dossier s'était ouvert, et mon souffle s'était accroché dans ma gorge, refusant de redescendre. Ce n'étaient pas des documents de travail. La première chose qui avait sauté aux yeux était une photo. Une photo d'Élodie, son rire que je connaissais si bien, mais un rire différent, plus libre, plus éclatant que ceux qu'elle m'offrait ces dernières semaines. Elle était assise à une table de café, la tête penchée en arrière, et un homme était à côté d'elle. Marc. L'homme marié. Je l'avais vu une ou deux fois, très brièvement, à des événements professionnels d'Élodie, un contact lointain, un visage à peine enregistré dans ma mémoire. Il tenait sa main. Sa main, Élodie, posée sur la sienne, leurs doigts entrelacés sur la table en marbre,
près d'une tasse de cappuccino à moitié vide. La lumière du soleil filtrait à travers les feuilles d'un arbre, créant des taches de lumière sur leurs mains. J'ai senti mes tempes battre. Le silence de l'appartement était devenu assourdissant, amplifiant le crépitement de mon sang dans mes oreilles. J'avais cliqué sur la photo suivante. Une série. Leur rire se poursuivait, leurs regards se croisaient, complices, intimes. Dans l'une d'elles, Élodie riait aux éclats, sa tête reposant presque sur l'épaule de Marc, une mèche de cheveux tombant sur son front. Sa chemise en jean était celle qu'elle portait souvent, celle que j'aimais la voir porter. Mais là, elle était maculée d'une lumière et d'une chaleur que je ne lui avais pas offertes. Il y avait des clichés pris dans des lieux différents, un banc public dans un parc avec des canards qui traversaient l'arrière-plan flou, un coin sombre d'un bar où leur tête était presque collée, le flash aveuglant un peu leurs yeux, et une, plus insoutenable, où ils s'embrassaient, leurs lèvres pressées l'une contre l'autre, les yeux clos, le monde autour d'eux effacé. Les détails m'ont frappé, chacun comme un coup de poignard silencieux, la petite fossette au coin des lèvres de Marc, le pli exact de l'écharpe d'Élodie et celle dont j'avais senti le parfum inconnu autour de son cou, l'ombre de son collier discret sous son menton. C'était réel. C'était vrai. C'était une autre vie qu'elle menait, une vie où je n'avais pas ma place, une vie construite sur la poussière de la nôtre. Mon sang s'était retiré de mes veines, laissant un vide hurlant. J'ai eu l'impression que l'air se raréfiait, que mes poumons refusaient de travailler. Ma bouche était soudainement sèche, comme si j'avais marché des jours dans le désert. Mes mains d'artisan qui avaient construit tant de choses, tremblaient à présent, incapables de retenir le curseur. J'ai parcouru les messages. Des échanges longs, quotidiens, remplis de ces petits détails intimes qui tissent la trame d'une relation. Des mots doux, des « tu me manques », des « j'ai hâte de te revoir », des « je pense à toi ». Des projets de week-end, des allusions à des blagues partagées, des souvenirs de moments passés ensemble. Les émojis, les cœurs, les sourires complices. C'était un langage qu'elle utilisait avec moi, un dialecte amoureux qui nous était propre. Ou du moins, que je croyais propre. Je n'oublierai jamais cette nuit sous les étoiles, Élodie. Tu étais magnifique. Moi non plus, Marc. À chaque fois que je ferme les yeux, je te revois. C'est fou comme tu me manques déjà. Ces phrases, tapées sur l'écran lumineux, se sont gravées dans mon esprit comme au fer rouge. Je voyais les dates, les heures, déroulant le fil de leur liaison sur des mois, peut-être même plus d'un an. Des soirs où elle disait être fatiguée, des après-midi de shopping ou de rendez-vous pro, qui étaient en réalité des interludes volés avec lui. J'avais rejoué dans ma tête chaque conversation, chaque sourire, chaque baiser qu'elle m'avait donné pendant cette période. Étaient-ils tous faux? Était-ce une performance? Comment avait-elle pu me regarder dans les yeux, me toucher, me dire « je t'aime », alors que ces mots, ces gestes, étaient déjà offerts à un autre? Comment fait-on pour vivre avec ce genre de duplicité? Une nausée froide est montée du fond de mon ventre. Je me suis penché en avant, la tête lourde, le cœur tambourinant contre mes côtes comme un oiseau piégé. L'écran de l'ordinateur, avec ses visages souriants, ses mots tendres, me brûlait la rétine. Je voulais hurler, briser l'écran, anéantir toutes ces preuves, mais je suis resté immobile, paralysé par l'ampleur de la trahison. Ce n'était pas un film, ce n'était pas une histoire qu'on me racontait. C'était ma vie, et elle était en train de se déchirer sous mes yeux, morceau par morceau. Et puis, quelque chose d'étrange s'est produit. La douleur lancinante, celle qui m'avait tordu l'estomac, s'est estompée, laissant place à un vide. Non pas un vide d'absence, mais un vide que je pouvais remplir. Un silence assourdissant qui appelait à être brisé. Le choc initial s'est mué en une sorte de clarté glaciale. Comme si mon cerveau avait basculé en mode survie, éliminant l'émotion superflue pour ne garder que la logique, la stratégie. J'ai vu leur rire, leurs mains se frôler, et un mécanisme froid s'est enclenché en moi. Ce n'était plus de la douleur, c'était une géométrie implacable. Le monde n'était plus une explosion de peine, mais une série de vecteurs, de forces en opposition. Élodie m'avait brisé. Marc avait participé à cette destruction. Mais la destruction n'était pas une fin en soi. C'était un point de départ. Une énergie libérée qui cherchait à se rééquilibrer. Ma colère ne ressemblait pas à une flamme vive et dévorante. Elle était plutôt comme un iceberg, froid, massif, et dont la majeure partie restait invisible, immergée sous la surface. La douleur avait fondu, ou plutôt,
elle s'était cristallisée en une détermination implacable. Le désir de rendre coup pour coup, de ne laisser aucune cicatrice impunie. Je ne pouvais plus reculer. Les images et les mots sur l'écran avaient scellé mon destin. Une fois que l'on a vu l'abîme, on ne peut pas faire comme s'il n'existait pas. Le chemin de retour vers l'ignorance, vers la routine douce dont j'avais tant rêvé, était à jamais barré. Il n'y avait plus d'échappatoire. Seulement une voie, étroite et sombre, qui s'ouvrait devant moi. Celle de la conséquence. Celle de la vengeance. Je sentais mes poings se serrer, non pas dans un geste de rage impuissante, mais avec la froide résolution d'un sculpteur s'apprêtant à tailler la pierre. Ma vie venait d'être redéfinie. Et celle de Marc, et celle d'Élodie, allait l'être aussi. La pierre avait frappé la vitre en plein centre, pas un fracas explosif, plutôt un soupir de verre fatigué, un craquement sourd qui s'était éteint aussi vite qu'il était né dans l'air froid du matin. Ce n'était pas un acte de fureur, non, pas de rage incontrôlable. Juste le signal. Le début d'une implosion. J'avais reculé dans l'ombre des marronniers, le cœur cognant, mais d'une sorte d'excitation clinique, l'adrénaline d'un chirurgien sur le point de la première incision. Je n'avais pas regardé Marc, je n'avais pas voulu voir son visage blême, son réveil brutal. Mon regard était resté fixé sur la fissure, le point de non-retour que je venais de dessiner sur la façade de sa vie. Le plan, lui, s'était déroulé comme une horloge suisse, oui, mais une horloge dont les rouages étaient graissés par des nuits blanches et le goût amer de la déception. Après la découverte, la douleur avait été une explosion, mais le silence qui avait suivi était plus insidieux, plus dangereux. C'était dans ce silence que mon esprit s'était aiguisé, transformé en un outil de dissection. J'avais passé des jours, des semaines, à éplucher chaque indice, chaque message, chaque photo. Non pas pour les revivre, non, mais pour les comprendre, les cartographier, pour dénicher les points de pression, les failles. Le dossier et projet B était devenu le bilan, une comptabilité morbide de leur intimité volée. Mes doigts tapotaient les touches du clavier, un son sec dans le silence de l'appartement devenu immense. L'écran de l'ordinateur projetait une lumière froide sur mon visage. Chaque mot que j'écrivais, chaque photo que je choisissais, était un coup de scalpel. Je n'avais pas eu besoin de me cacher derrière un faux nom, l'anonymat était ma meilleure arme. J'avais créé une adresse mail jetable, une coquille vide, juste pour ce message. Son objet, une information importante concernant Marc. Pas de fioritures, pas de menaces, juste l'appât. Et dans le corps du message, la vérité brute, dénuée de tout commentaire personnel, une série de captures d'écran des conversations les plus intimes d'Élodie et Marc, celles qui parlaient de leur nuit volée, de leurs projets d'avenir, de leur amour secret. Puis, les photos, celles qui laissaient le moins de place au doute, Marc la serrant dans ses bras dans ce café où Élodie disait aller seule pour lire, leurs mains jointes sur la table d'un restaurant où elle était censée dîner avec des collègues. Leur baiser, si tendre, si doux, si faux. Faux pour moi. Vrai pour eux. J'avais cherché le nom de Sarah, sa femme, sur les réseaux sociaux. J'avais trouvé son profil LinkedIn, puis une adresse mail professionnelle. Je ne voulais pas que le message se perde dans un spam personnel. Je voulais qu'il soit vu, lu, et qu'il fasse l'effet d'une bombe qui explose en plein jour de travail. J'ai survolé le bouton envoyer. Mon cœur battait à un rythme lent, régulier, comme un métronome qui comptait les secondes d'une destruction inévitable. La petite icône message envoyé est apparue. Un soupir m'a échappé, lourd, mais dénué de tout soulagement. C'était fait. Le premier domino était tombé. Les jours qui ont suivi ont été étranges, un mélange de vide et d'attente. Je ne cherchais pas à observer Marc. Je n'avais pas besoin de les voir se déchirer. Le fracas de leur vie, je l'ai entendu sans le voir. J'ai vu Marc arriver au travail les traits tirés, l'épaule basse. J'ai entendu des rumeurs, des murmures, des bouts de phrases volés dans les couloirs, tu as entendu pour Marc. Sa femme l'a mis dehors. Une histoire de tromperie, paraît-il. C'était une symphonie de vers brisés qui résonnait jusqu'à moi, une mélodie discrète et sinistre. Je ne pouvais pas me réjouir. La satisfaction que j'avais cru trouver était absente, remplacée par un vide qui s'élargissait. C'était comme regarder une vitre se briser au ralenti, la destruction est fascinante, mais la poussière et les éclats restent. Élodie est partie une semaine après. Il n'y a pas eu de grande scène, pas de cris, pas de larmes versées. Juste un silence lourd, épais, entrecoupé du froissement de ses affaires qu'elle rangeait dans une valise.
J'étais assis dans le salon, une tasse de café tiède entre les mains, regardant la buée disparaître au-dessus du liquide. Elle est passée devant moi, sa valise roulant doucement sur le parquet. Son regard, pour la première et dernière fois, a rencontré le mien. Il n'y avait pas de colère, pas de regret, pas de défi. Seulement une lassitude infinie, une sorte d'acceptation muette de la chute. Elle a ouvert la porte, m'a dit adieu, je suppose, d'une voix qui n'était qu'un souffle. Et elle a disparu. Le claquement de la porte derrière elle n'a pas résonné. Il a été étouffé, englouti par le silence que j'avais créé. Un silence si lourd qu'il semblait avoir un poids physique. Je me suis retrouvé seul, au milieu des décombres de nos existences. L'appartement, autrefois rempli de rire, de l'odeur de son shampoing le matin, des bruits de ses pas, était devenu une coquille vide, une tombe de nos souvenirs. Chaque objet, chaque recoin, chaque meuble me hurlait son absence. La chaise vide à la table du petit déjeuner, son côté du lit froid, l'étagère de ses livres, maintenant immobile, muet. Ce n'était pas un simple appartement, c'était un musée de notre vie passée, chaque pièce une relique, chaque ombre une mélancolie. Le silence. Ce n'était plus un silence confortable, celui de nos lectures partagées ou de nos dîners intimes. C'était un silence oppressant, un mur d'air que j'avais érigé autour de moi. Il amplifiait le moindre bruit de la ville, le grincement des canalisations, le tic-tac de l'horloge murale qui semblait désormais compter les secondes de ma solitude. Il remplissait l'espace que sa présence avait occupé, mais d'un vide assourdissant. La victoire avait un goût de cendre froide. Pas l'éclat de vengeance que j'avais fantasmé, pas le sentiment de justice rétablie. Juste des cendres. Froidement amères, sèches, qui laissaient une rugosité dans la gorge et sur la langue. J'avais imaginé une catharsis, un cri de soulagement après avoir détruit leurs mensonges. Mais il n'y avait rien eu de tout ça. Juste le vide. Le vide que ma vengeance avait sculpté, une statue invisible et imposante au milieu de ma vie. Je m'étais battu pour quoi? Pour prouver que j'avais raison. Pour que quelqu'un d'autre souffre autant que moi. J'avais réussi, et la souffrance n'avait fait que changer de forme, elle était devenue diffuse, omniprésente. Je me suis retrouvé à fixer le plafond pendant des heures, les yeux grands ouverts dans l'obscurité. Qu'est-ce qui me restait, à part le poids d'un choix irréversible? L'amour s'était transformé en rancœur, puis la rancœur en une détermination froide, et cette détermination m'avait mené à un désert. La trahison d'Élodie m'avait brisé, mais ma vengeance m'avait reconstruit en quelque chose que je ne reconnaissais plus. J'étais devenu un architecte de ruines, et ma propre vie en était la plus grande. Est-ce que j'avais eu le choix? Une partie de moi pensait que non, qu'une fois la ligne franchie, le chemin de la destruction était inévitable. L'autre partie, celle qui se terrait au fond de moi, celle qui se souvenait des rires d'Élodie, de la chaleur de sa main dans la mienne, murmurait que j'avais tout perdu, et que la vengeance n'était qu'une autre forme de trahison, mais de soi-même. On dit que le temps guérit toutes les blessures. Mais celle que l'on s'inflige à soi-même, celle que l'on grave dans le marbre des destins brisés, ne guérissent-elles jamais vraiment? Elles se transforment, elles se muent en cicatrices. Des cicatrices qui rappellent que le prix de la vérité, parfois, est la perte de tout le reste. Et que le silence qui suit l'explosion est souvent plus assourdissant que le fracas lui-même. Je suis seul. Et dans ce silence, je me demande ce que l'homme que j'étais aurait pensé de celui que je suis devenu.